Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des chartistes, en particulier du rassemblement du 10 avril 1848 et des deux daguerréotypes qui nous sont parvenus. Alors, pour commencer, peut-être une interrogation sur ce que nous pouvons voir aujourd'hui de la vie ouvrière pendant la révolution industrielle. Euh, on dispose surtout de sources écrites, des journaux, des archives publiques, des enquêtes, des mémoires. Cependant, à partir des années 1830 et 1840, il y a toute une iconographie qui émerge. On avait déjà avant des gravures qui montraient tel atelier, tel métier, tel geste de travail artisanal. Mais en Grande-Bretagne, par exemple, ces 2 décennies sont marquées par une production inédite d'images. Alors, c'est une irruption qui résulte de 2 facteurs. D'abord, la question ouvrière s'impose dans le débat public, en particulier en Grande-Bretagne et en Belgique, mais aussi d'une certaine façon en France. Et puis ensuite, l'image entre dans un régime de reproduction industrielle. Dans tous les pays, des périodiques illustrés voient le jour. En Grande-Bretagne, The Illustrated London News paraît à partir de 1842. À Paris, l'Illustration l'année suivante. Et puis bien d'autres qui s'emparent des nouvelles possibilités techniques offertes et qui montrent les ouvriers, les ouvrières et les fabriques. Dans les articles qu'il écrit pour le Morning Chronicle, et dont une partie sont ensuite rassemblées dans l'ouvrage London Labour and the London Poor, Henry Mayhew, un journaliste, un enquêteur, rassemble des descriptions du Londres populaire et illustre souvent son propos par des gravures. Et puis, il y a également dans les enquêtes parlementaires, par exemple dans ce rapport sur le travail dans les mines, qui paraît en 1842, de nombreuses gravures censées documenter la condition ouvrière. On peut ajouter que voilà, ça, ce sont des gravures publiées par Mayhew, une gravure publiée par Mayhew. On peut ajouter que la peinture ne tarde pas à s'intéresser également aux conditions des classes laborieuses. Par exemple, cette toile très célèbre de Ford Madox Brown, Work, et puis de nombreuses autres œuvres moins connues. Alors, la photographie documentant la condition ouvrière, elle apparaît de manière quasiment simultanée. Il y a quelques rares daguerréotypes qui montrent avoir le petit peuple de Paris, comme ces ramoneurs en marche, 3 enfants figés en 1851 par Charles Nègre, quai Bourbon. Charles Marville, on le sait, a figé les rues de Paris avant les travaux d'Haussmann. En Grande-Bretagne, il y a plusieurs reportages un peu comparables. Par exemple, Thomas Hammond, dans cette photo à droite de la diapositive, photographie des ruelles ouvrières de Glasgow pour une commande de la municipalité à la fin des années 60. Mais la photographie des débuts, elle ne documente pas seulement la condition sociale des ouvriers, il y a aussi une dimension politique de la photographie. En 1848, l'objectif fige, comme ici, le Paris en révolution. Les 25 et 26 juin, le républicain Charles-François Thibault saisit une barricade rue du Faubourg du Temple. Il la montre avant et après l'assaut de la troupe. C'est deux daguerréotypes qui ont été étudiés par Olivier Hill dans un ouvrage paru en 2016. Donc la photographie entre en politique, une politique populaire et radicale. En Grande-Bretagne, cette innovation, elle s'est faite dès le 10 avril, quand 2 daguerréotypes ont figé un meeting chartiste. Alors il s'agit d'exemplaires uniques, à la fois positifs et négatifs. Ce sont des émulsions de sel d'argent sur une plaque métallique. L'acquéreur de ces 2 daguerréotypes, sinon le commanditaire des photos, est de toute évidence le prince Albert, l'époux de Victoria. Au dos d'un des daguerréotypes, il est écrit sans doute de la main de la reine « Grand meeting chartiste à Kennington, 10 avril 1848, prise d'après nature ».
Alors, le photographe de deux, euh, de ces deux prises, William Edward Kilburn, 1818-1891. On sait de lui qu'il était basé à Londres, il était au 234 Regent Street. Il avait réalisé des portraits photographiques de la famille royale en avril 1847 et ces clichés étaient utilisés par des illustrateurs de presse. On ne sait pas pourquoi il a photographié le meeting chartiste, sinon que c'était un événement important qui était largement anticipé. On sait également, grâce aux travaux de Andrew Mester, que Kilburn a plus tard voté pour un candidat conservateur. Deux daguerréotypes, ils ont été exhumés en 1978 des archives de la famille royale à Windsor, où ils sont aujourd'hui. Et bien qu'ils soient d'un abord assez difficiles, ils ont été abondamment reproduits depuis quelques années dans les manuels, dans les revues, sur Internet. Ils n'ont sans doute pas livré tous leurs secrets, on va y revenir, mais il y a trois chercheurs, Joe Briggs, qui est basé aux États-Unis, Andrew Mester en Australie et Dave Steele en Grande-Bretagne, qui ont beaucoup amélioré la lecture qu'on peut en faire. Quelle représentation ces images donnent-elles à voir du chartisme comme mouvement politique et comme mouvement social? Alors pour apprécier cela, je voudrais d'abord revenir sur les enjeux politiques de l'événement qu'elles documentent, ensuite interroger ce qu'elles en montrent, et puis analyser la relation que ces images peuvent donner, peuvent montrer du mouvement chartiste avec les mondes ouvriers londoniens. La première interrogation sont les enjeux du 10 avril 1848. Alors, cette date était vraiment un grand jour pour les chartistes. Cela faisait des semaines qu'ils faisaient signer la pétition pour la charte du peuple et ses 6 points, au premier rang desquels figurait le suffrage universel masculin. Les deux premières campagnes, en 1839 et en 1842, avaient été d'immenses succès, avec respectivement 1,28 et 3,32 millions de signataires, soit environ un tiers des adultes du pays, alors que le corps électoral ne dépassait pas 800 000 hommes. En même temps, le Parlement avait rejeté la charte, suscitant des grèves et des soulèvements, comme à Newport le 5 novembre 1839, où au moins 20 chartistes ont été tués. Avec la chute de la monarchie de Juillet, le 24 février 1848, et avec les développements révolutionnaires dans les États allemands et en Autriche, les chartistes étaient électrisés. La République pour la France, la charte pour l'Angleterre, revendiquent les orateurs. Lundi 10 avril, la pétition doit donc être remise au Parlement. Le dirigeant Fergus O'Connor annonce 5,7 millions de signatures. Un grand rassemblement est prévu à Kennington Common, au sud de Londres. Vous voyez là, je l'ai situé sur cette carte d'époque. Un vaste terrain vague au sud de la Tamise. Et ce rassemblement a lieu selon des modalités qui sont éprouvées depuis l'agitation radicale qui a suivi la fin des guerres napoléoniennes, des rassemblements qui jouent un rôle très important dans ces mobilisations, en donnant confiance à leurs participants et en exerçant une pression sur le pouvoir. Alors pour le pouvoir, l'échéance est assez préoccupante. La reine Victoria et les quelques 200 personnes de sa suite sont envoyées à l'île de Wight, où la famille royale possède une demeure loin du tumulte de la capitale. Alors qu'à Londres, tous les lieux de pouvoir sont situés sur la rive nord de la Tamise, le rassemblement chartiste n'a été autorisé qu'au sud du fleuve. Malgré ses 80 ans, le duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon à Waterloo, de loin le militaire le plus prestigieux du pays, a été sollicité pour préparer les plans de défense. Les autorités ont mobilisé 4000 policiers, 8000 soldats qui gardent les ponts et les lieux de pouvoir. En plus, elles ont assermenté 85 000 gardes spéciaux, les Special Constables, qui sont des civils engagés pour la journée, armés d'une matraque et disposés à des endroits stratégiques, si besoin, pour faire le coup de poing contre les chartistes. Ce sont surtout des membres d'une middle class attachés au régime et à la défense de la propriété, des étudiants des écoles de droit,
des commerçants, des employés. On compte entre autres parmi eux William Gladstone ou Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, selon un rituel qui est bien établi, comme on le voit sur cette gravure qui paraît dans la presse quelques jours après le 10 avril, les cortèges convergent vers Kennington Common depuis plusieurs lieux de la capitale, où les chartistes se sont donné rendez-vous dès 8 heures du matin. Vous voyez, c'est comme différents affluents d'un grand fleuve. On marche de façon disciplinée, en rang par 4, par 6 ou par 8. La Convention nationale, qui est le Parlement des chartistes, part du centre à 10 heures, menant le cortège principal. Ses 49 membres prennent place sur une grande voiture, gaiement décorée de drapeaux et des bannières, portant les mots d'ordre habituels des chartistes, tels que secret du scrutin, suffrage universel et quelques autres, dont les plus visibles étaient nous sommes des millions, nous voulons nos droits, ou encore le travailleur doit être le premier bénéficiaire des fruits de son travail. La procession grossit au fil du parcours. Il y a une autre voiture où on charge la pétition, soit 5 rouleaux de papier de près de 3 mètres de circonférence chacun. Le cortège arrive à partir de 11h30 sur Kennington Common. Alors à ce moment, le commissaire de police Richard Mayne reçoit le dirigeant O'Connor dans un pub aux abords du terrain, la Holmes Tavern, dont je reparlerai dans un instant. Et Mayne avise O'Connor que les chartistes ne sont pas autorisés à franchir de nouveau la Tamise pour aller en masse à Westminster. C'est l'extrait d'une dépêche que Mayne adresse à sa hiérarchie à midi moins le quart, où il l'informe de son entrevue avec O'Connor et du fait qu'il lui a interdit de franchir la Tamise, ce que O'Connor a accepté. Seule une délégation aura le droit de se rendre au Parlement pour remettre la pétition. Le meeting se déroule. Les différents dirigeants s'adressent à la foule. O'Connor, qu'on voit ici dans cette diapositive, mais aussi Ernest Jones, ici au centre, G.W.M. Reynolds, un journaliste très lu à l'époque, Thomas Clark, d'autres. Il y a plusieurs estrades qui sont disposées de façon à toucher l'ensemble des participants. Et Fergus O'Connor enjoint à ses auditeurs de ne pas faire de tort à leur cause par l'intempérance ou la folie. Fin de citation. Alors, tous les dirigeants chartistes ne sont pas d'accord avec cet appel au calme. On sait par exemple que le tailleur William Cuffey, qui est un dirigeant du mouvement à Londres, s'insurge contre ce qu'il juge être un renoncement. Là, on voit Cuffey, dont la gravure a ensuite été faite alors qu'il était emprisonné. Mais Cuffey semble minoritaire et aucun cortège ne se dirige vers le Parlement et le meeting ne se transforme pas en émeute. À 13h15, alors qu'il se met à pleuvoir, le rassemblement est fini et les chartistes se dispersent dans le calme, parfois battus par les gardes spéciaux avec lesquels plusieurs escarmouches se produisent. Aux abords du pont de Blackfriars, par exemple, la police montée frappe du plat des sables les manifestants récalcitrants et, comme le rapporte un article de presse, un grand nombre d'hommes, la tête ensanglantée, sont emmenés par leurs amis. Fin de citation. Alors, qu'en est-il de l'événement et des effectifs et de ce que les photos nous en montrent? Alors, à l'issue du meeting, la presse pro-gouvernementale jubile et se moque de l'échec de la grande manifestation chartiste. Là, j'ai reproduit quelques-uns des effectifs rapportés par les principaux journaux. Le soir, la plupart des journaux parlent de 10 000, 20 000. Le Times, le lendemain, parle de 10 000 à 20 000 personnes. C'est quand même la tonalité dominante. Sont des chiffres qui sont très loin des plus grands meetings chartistes qui avaient été organisés naguère dans le nord du pays. Le Northern Star
chartiste revendique 250 000 personnes. L'hebdomadaire Lloyd's Weekly Newspaper, 200 000 à 300 000, mais bon, ça apparaît comme une forfanterie. Et le 13 avril, une commission de la Chambre des communes annonce avoir compté 1 975 496 signatures, soit le tiers du nombre revendiqué par O'Connor, et moins que la pétition de 1842. En outre, déclare la commission chargée du décompte, de nombreuses signatures ne sont pas valables. Wellington, Victoria, et cela fait l'objet de moqueries. Donc, à l'issue du meeting, l'opinion bourgeoise se rassure. Ce meeting a été un échec. La pétition chartiste a été un échec, un fiasco. Et ce récit est ensuite décliné sous tous les supports à la nausée. Alors, là, j'ai indiqué quelques travaux importants sur le mouvement chartiste, en particulier sur le 10 avril 1948. David Goodway, John Saville, Malcolm Chase. À l'époque, une seule gravure paraît dans l'Illustrated London News du 15 avril. C'est celle-ci. Il y a une légende qui signale qu'elle a été réalisée à partir d'un daguerréotype. J'ai indiqué la légende à gauche. Et cette légende, en quelque sorte, authentifie la présence du journal sur le lieu du rassemblement, et ça participe au début du photoreportage. L'illustration de cet hebdomadaire est ensuite reproduite dans le journal L'Illustration, comme vous le voyez ici. Et la reproduction est identique, ce qui laisse supposer que la planche de bois qui sert à faire ces images a traversé la Manche dans la semaine. Alors, cette représentation, la manifestation, elle revêt une signification politique, ce qu'elle laisse avoir de la foule assemblée, susceptible de légitimer ou non la représentation que revendiquent les chartistes. On sait que les chartistes étaient sensibles aux images moqueuses des illustrés. Vous voyez, par exemple, en voilà un exemple, paru dans Punch en 1848. Et les chartistes ont produit, en quelque sorte, contre cette iconographie satirique, hostile, leurs propres images, notamment des portraits de leurs dirigeants. Là, j'en reproduis quelques-uns. Des portraits de leurs dirigeants qui étaient édités par les chartistes, qui étaient diffusés, qui étaient vendus ou qui étaient donnés, parfois avec le journal, et qui étaient des images très populaires dans leur rang parce qu'elles représentaient les chartistes de façon plus réaliste que leurs adversaires ne le faisaient. Alors, l'image de presse à l'époque, c'est un dessin gravé. Il est impossible de reproduire des photographies sur papier. Et la gravure de l'Illustrated London News que j'ai montrée, elle accrédite quand même l'idée d'un terrain en partie vide et d'un semi-échec. Et elle sert parfois de base aux satires des chartistes, comme cette satire qui paraît l'année suivante, où on reconnaît la cheminée, dont je vais reparler, qui est un repère visuel sur ces photos. Les daguerréotypes découverts en 1978, ils laissent supposer une participation assez faible, assez comparable en fait à celle que la gravure panoramique montrait. Alors en réalité, si on superpose les deux daguerréotypes, donc vous voyez, ça c'est le deuxième. Donc on a, alors, précédent daguerréotype, on a un repère qui est la cheminée, qui est sur la droite, une plateforme au centre, et le deuxième, la cheminée est sur la gauche, la plateforme centrale est maintenant sur la gauche, et on voit à droite une autre plateforme, une autre estrade sur le terrain. Donc si on superpose les deux daguerréotypes avec la gravure, on obtient
cette vue panoramique. Donc, vous voyez la gravure à gauche, les deux daguerréotypes à droite. On obtient cette gravure panoramique où déjà les effectifs, la foule fait quand même plus fournie qu'il ne semblait. Alors, combien de personnes? Grande question. L'historien Dave Steele, il a découpé le panorama en carreaux et il a compté, un travail fastidieux, il a compté l'ensemble des têtes visibles, des silhouettes. Il aboutit à environ 3445 silhouettes, il a arrondi à 5000. Il ajoute qu'il y avait des spectateurs assez nombreux qui observaient depuis l'extérieur de la clôture, 3000. D'autres qui sont en dehors du champ de vision, peut-être 3000. D'autres qui observent depuis les immeubles qui sont autour du terrain, 2000. D'autres qui ne sont pas encore arrivés, on va y revenir. Mais enfin, un total qui ne dépasse pas 15 000 personnes, ce qui corrobore en fait les estimations les plus basses de la presse à l'époque. Alors, cela dit, à droite du second daguerréotype, on distingue nettement la voiture principale, avec une banderole et des drapeaux. C'est la voiture sur laquelle, c'est l'estrade sur laquelle les dirigeants de la Convention nationale ont pris place. Or, on voit qu'elle entre à peine sur le terrain. Autrement dit, le meeting ne fait que commencer. Et il y a un important cortège qu'on aperçoit à l'arrière-plan, le long des bâtiments, le long de l'usine qui est au fond de l'image, qui continue de se diriger vers le rassemblement. Donc on peut supposer qu'il est plutôt 11h30 que midi ou midi 30 quand le meeting battra son plein. Alors le choix de Kelben, donc de figer, de faire ses prises quand le meeting ne bat pas encore son plein, il a sa propre logique qui est que la lumière est claire, que du mauvais temps est annoncé. Mais combien sont encore en chemin, en fait, on l'ignore. Et de ce point de vue-là, les images ne peuvent donc nous aider à vraiment livrer une vérité historique. Elles ne permettent pas de trancher la question des effectifs. Alors, au-delà de ce qu'elles montrent, il y a tout ce qu'elles dissimulent. On ne voit pas la partie gauche du terrain qui, si on en croit la gravure parue dans la presse, a fait l'objet d'un troisième daguerréotype aujourd'hui perdu. Vous voyez, la partie gauche, là, ne figure sur aucun des deux daguerréotypes. On voit cependant que les participants à gauche du premier daguerréotype regardent vers la gauche et non vers l'estrade visible sur ce premier daguerréotype. Et en fait, ils regardent vers une estrade qui nous échappe et qui figure sur la gravure, qui est l'estrade sur laquelle les pétitions sont entreposées. On ne voit pas non plus les spectateurs des fenêtres qui, d'après le Northern Star, sont nombreux. On ne voit pas non plus les confédérés irlandais, auxquels plusieurs orateurs, dont Reynolds et dont le chartiste Julian Harney sont allés s'adresser, qui étaient des Irlandais qui étaient environ 5000, classés en dispositif militaire aux limites du terrain, avec un beau drapeau vert sur lequel figure une harpe et des inscriptions Confédération irlandaise et à chaque homme son propre pays. Alors la présence des Irlandais n'est pas anecdotique. Depuis des années, le dirigeant nationaliste Daniel O'Connell s'était opposé aux chartistes, il est décédé en 1847, et la Confédération irlandaise, c'était l'aile radicale en quelque sorte des nationalistes, elle s'est rapprochée des chartistes. On est à un moment où la famine fait des ravages en Irlande. Sur le continent, on proclame le droit des peuples, et donc le gouvernement britannique redoute d'avoir un double front, une insurrection en Irlande, en même temps qu'une contagion révolutionnaire venue d'Europe. On n'a pas non plus de couleur avec ces photos. On lit dans un journal que, je cite, la majorité des membres portaient des rosettes et des rubans tricolores, rouge, blanc et vert. Et au milieu du défilé, il y avait un grand drapeau tricolore. On n'a pas de bruit, la foule est silencieuse, ni les discours des orateurs, ni le tumulte des participants, ni les bruits de la ville ne nous parviennent. Même leurs visages se dérobent. À ce jour, personne n'a encore identifié aucune des silhouettes de la foule. Les membres de la Convention nationale, dont la liste est pourtant connue, forment une masse indistincte.
Il n'y a aucune Pauline Pompon, la jeune laveuse qui regarde le photographe rue du Faubourg du Temple et qui a été identifiée par Olivier Hill dans La barricade renversée. Donc, une objectivité illusoire, mais en même temps, malgré ce qu'elles ne peuvent livrer, les deux photos donnent à voir un monde caché. Aucun dessin n'avait montré un des innombrables meetings chartistes. Et ces deux images nous montrent un peu ce qu'est à ce moment charnière la classe ouvrière de Londres. Ce que je voudrais aborder maintenant. Alors, les daguerréotypes, un des attraits qu'ils présentent, c'est qu'ils semblent rompre la distance qui nous sépare des chartistes. Manifestement, ils ont été pris d'une position un peu de surplomb, sans doute le premier ou le deuxième étage de la Hohenstaven, vous voyez, ce qui est sur cette gravure, qui est le pub qui se situe sur la droite de l'image, qui est la taverne où, vous vous en souvenez peut-être, le commissaire Maine avait rencontré O'Connor pour lui donner un certain nombre d'instructions. Donc le champ de chacune des images, on peut du coup le définir avec différents repères formés par les bâtiments. Et le voici. Donc là, vous voyez à gauche de ces champs de vision la Hohenstaven. Et là, j'ai représenté d'une part en haut ce que la gravure parue dans la presse représente, et puis en dessous, en trait en hachure, les deux photos successives. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que le champ de chacune des images est limité. Il y a toute une partie du terrain qui échappe forcément à l'objectif. Les images, elles sont d'une grande netteté. Et dès lors qu'un bon photographe bénéficie d'une exposition suffisante, d'une lumière suffisante, il peut limiter le temps de pause à quelques fractions de seconde. Ce qui explique aussi pourquoi Kilburn a profité du fait que le ciel était clair sans attendre l'apogée du meeting. Ces daguerréotypes s'organisent en 3 plans. Au premier plan, des voitures à cheval, la partie la mieux habillée des spectateurs, dit de Times, qui sont derrière la barrière, qu'on voit juste devant. Ensuite, la foule, les estrades. Et puis, à l'arrière-plan, une fabrique. Alors, il s'agit de la Oil of Vitriol Factory, avec une superbe cheminée. Et donc, au bas des bâtiments, cette foule qui se dirige vers le meeting. Alors, cette fabrique de vitriol et sa cheminée, qui aujourd'hui ont disparu, ce sont des indices de la modernité. Le vitriol est alors utilisé dans la métallurgie, dans la tannerie, dans la chapellerie, dans la papeterie, dans l'alimentation. Il y a le chimiste Justus Liebig qui note en 1843, je le cite, que nous pouvons apprécier avec justesse la prospérité commerciale d'un pays à partir de la quantité d'acide sulfurique, l'huile de vitriol, qu'il consomme. Kennington, c'est un quartier industriel qui compte également une tannerie, une fabrique de colle, une fabrique de pipes, une fabrique de ouates, une fonderie de plomb et d'antimoine, et j'en passe. Et cette diversité des productions, elle rappelle qu'au milieu du siècle, Londres, qui est un grand port, qui est la plus grande ville du monde, avec ses 3 millions d'habitants, n'est pas, à la différence de nombreuses métropoles du pays, la ville d'une seule industrie, mais celle de toutes. La capitale, c'est aussi une ville d'artisanat. Et le choix du lundi pour organiser le rassemblement en atteste. La Saint-Lundi, c'est à l'époque une tradition des artisans. C'est un jour où ils ne travaillent pas, ou peu. Ils gardent leur temps pour voir des amis, pour aller dans une taverne, pour participer à des réunions de sociétés de secours mutuels ou des réunions syndicales ou politiques. Le lundi, c'est aussi le jour des grands rassemblements radicaux. Par exemple, le 16 août 1819, Peterloo à Manchester, c'est un lundi. Alors, dans les fabriques, le patronat exige que le lundi soit travaillé. Et il y a tout au long du 19e siècle une lutte sourde qui se livre
entre travailleurs et fabricants pour le travail du lundi. Lutte sourde qui se conclut par la disparition de la Saint-Lundi, que la libération progressive du samedi après-midi à la fin du siècle ne compensera qu'en partie. Donc le lundi, c'est un jour qui est au cœur des luttes de classe autour des usages du temps et de la mise en place de la discipline du travail industriel. Et à Londres, les rangs chartistes sont composés des divers métiers de la capitale, alors que les identités de métiers restent très fortes dans le monde ouvrier. La culture ouvrière naissante, elle est marquée par la valeur du travail, comme il est peint sur la voiture centrale. Si vous regardez là au bas de ce petit zoom, on peut déchiffrer de gauche à droite: Labor is the source of all wealth. Le travail est source de richesse, ce qui est une idée importante des chartistes. Il y a une autre indication de ça, c'est que sur le terrain, chaque métier a sa bannière ou son emblème. Le choix de Kennington Common, il n'est pas fortuit. C'est un terrain qui, depuis la Révolution française, est un lieu de rassemblement radical. Les Jacobins anglais en 1792, les radicaux en 1830, les trade unionistes en 1838 se sont rassemblés sur ce terrain qui est largement utilisé par les chartistes depuis 1839, comme l'a rappelé Catherine Navikas dans un article. Et les chartistes, ils ont pour base sociale un vaste monde artisanal, précarisé, menacé, dont l'économie est bouleversée par les transformations industrielles. Les tailleurs et les cordonniers sont menacés par la mécanisation de leur secteur. Ils sont très organisés, comme sont des corporations politiques, comme l'ont écrit John Scott et Eric Hobsbawm. Les imprimeurs, regroupés dans le centre, à l'ouest de la City, dans un quartier où les relieurs sont nombreux également. Ce sont également des catégories politisées. Les premières presses mécaniques qui sont actionnées à la vapeur, elles se développent depuis les années 1820, et les imprimeurs luttent contre le sous-emploi et le chômage. Les métiers de la construction sont également bien structurés. Les charpentiers et les menuisiers, les tailleurs de pierre et les maçons, les plâtriers. Ils cherchent à résister à la contractualisation de ce secteur qui conduit inévitablement au paiement à la pièce, qui est si pernicieux. Les ouvriers tentent difficilement de contrer la sous-traitance qu'emploient les spéculateurs dans une ville en pleine expansion. À l'est de Londres, il y a les tisseurs de soie qui, malgré leur passé prospère, luttent maintenant contre la chute de leurs revenus et la désagrégation de leur monde. Les métallurgistes et les mécaniciens traversent également une transformation totale de leur secteur. Les tanneurs et les autres métiers du cuir sont regroupés au sud de la Tamise, à Bermondsey, c'est à l'est de Kennington. Et puis il y a toute une armée de travailleurs sans qualification, peut-être 50 000 hommes, qui n'ont pas fait d'apprentissage, qui ne sont pas jugés détenteurs d'une qualification particulière et qui sont nombreux dans le port. Parmi ces travailleurs jugés non qualifiés, il y a les débardeurs de charbon, les coal whippers. Et ces débardeurs constituent un enjeu symbolique important. Alors, ce sont des ouvriers qui font un travail harassant dans le port, où ils déchargent la houille apportée par cabotage depuis le nord-est de l'Angleterre. Et en 1843, à la suite d'une grève revendiquant une échelle fixe de prix, ils ont obtenu un statut protecteur. Moyennant un enregistrement, ils peuvent bénéficier d'une retraite et leur salaire résiste à la baisse générale. En 1848, le ministre du Commerce Gladstone fait remarquer à la Chambre des communes que les débardeurs se sont massivement fait enrôler comme gardes spéciaux, donc au service du pouvoir. Et cet argument est utilisé pour dire en quelque sorte, c'est la preuve que si le pouvoir s'intéresse aux ouvriers, il peut se les attacher. Alors dans la gravure de la procession, si vous regardez là au premier plan, on voit vers le centre un débardeur, il y en a un autre un peu plus à droite. Il a une matraque de constable, de garde spécial, ce qui accrédite la thèse de leur enrôlement. Cela dit, si on revient sur un des daguerréotypes, on repère un débardeur reconnaissable à sa casquette muni d'un battant sur la nuque pour éviter que la poussière ne pénètre dans les vêtements.
et ce débardeur semble participer au meeting. Est-ce qu'il s'agit d'un garde spécial ou probablement d'un chartiste contredisant le discours dominant? Nous l'ignorons. Alors, le meeting, il est dominé par les chapeaux et il semble du coup essentiellement masculin. Un journal note qu'il y avait peu de femmes. Cela dit, on distingue des femmes au premier plan parmi les spectateurs, des spectatrices avec des grands bonnets blancs et des robes. Et puis sur la plateforme centrale, elles sont au moins 6 femmes, dont une qui nous fait face. Rien ne laisse penser qu'elles aient parlé. Sans doute qu'elles sont les épouses ou les filles d'orateurs. À l'époque, le chartisme revendique le suffrage universel masculin, euh, mais parmi les 640 sections locales du chartisme qui ont été recensées, au moins une centaine étaient uniquement composées de femmes et un nombre inconnu était mixte. Elles organisent la collecte de signatures pour la pétition, elles participent au défilé, elles organisent le boycott des commerçants hostiles au chartisme, et puis d'autres tâches jugées spécifiquement féminines comme la confection des bannières. Alors, le mouvement chartiste est souvent fustigé par la presse pour cette place qu'il accorde aux femmes, qui est jugée disqualifiante. Par exemple, vous voyez dans cette gravure misogyne, parue en 1848, on voit comment les femmes chartistes sont représentées. Et le mouvement chartiste semble avoir en partie cédé à cette pression à la respectabilité en réduisant la place des femmes dans la dernière phase du mouvement. On sait qu'en 1839, les femmes étaient 13 à 20% des signataires de la pétition. En 1848, si on en croit la commission parlementaire qui a dénombré les signatures, elles ne sont que 8%. Ici et là, on peut voir également des enfants. Voyez. Et la présence des enfants fait également polémique. La presse mentionne des foules de vagabonds et de voleurs et s'indigne du fait que les garçons représentent une partie importante des effectifs présents. Alors, les chartistes eux-mêmes se méfient des pickpockets. Cela dit, la présence des enfants, elle relève plutôt de la nature familiale de l'engagement chartiste, qui a été étudié par Malcolm Chase notamment. Malcolm Chase soulignait que leur présence, elle témoignait de l'insistance des chartistes sur l'intégrité de la famille face aux forces destructrices de l'industrialisation. Et ce thème des enfants, il est récurrent dans la rhétorique des chartistes, qui est liée à celle de l'homme gagne-pain. Il faut à l'homme un juste salaire pour une juste journée de travail qui lui permette de nourrir l'ensemble de sa famille, femmes et enfants inclus. Les chartistes militent contre le travail des enfants et pour leur éducation. Et il n'est pas rare que les chartistes prénomment leurs enfants avec les noms des figures familières du mouvement, comme Frost ou O'Connor, ou encore comme Maximilien Robespierre. On sait aussi que les enfants font souvent la lecture des journaux à leurs parents, puisque les enfants sont plutôt plus lettrés que la génération précédente. Et puis les enfants confectionnent des objets chartistes, comme cette broderie, ce marquoir, signé Anne Dawson, qui nous est parvenu. Pour terminer, il faudrait revenir aux hommes adultes et à leur tenue vestimentaire. Fergus O'Connor s'adresse toujours aux chartistes en évoquant leurs mains calleuses, leur menton mal rasé et leurs vestes de futaine. C'était la futaine, un tissu sombre et grossier qui était très employé pour les vêtements des ouvriers. On sait que l'habit participe à l'identité de classe. Et pourtant, nombre des participants du rassemblement portent des hautes formes et sont vêtus de longs manteaux. Est-ce que ça veut dire que la foule n'est pas ouvrière? En fait, la presse rapporte que la foule est quasiment composée uniquement d'ouvriers. Un reportage dit ils appartenaient tous, presque sans une exception, aux classes les plus pauvres. Alors, ce qui est vrai, c'est que on est encore une fois lundi et parmi les artisans, la Saint-Lundi, on sent dimanche. On s'habille bien, ce qui explique les nombreux hautes formes.
Mais à y regarder de plus près, il y a un certain nombre de manifestants qui sont en tenue de travail et qui portent une casquette, cet attribut des ouvriers. Hem et donc le mélange des coiffes, des casquettes et des hautes formes, hem, ça n'est pas vraiment un mélange des classes sociales, c'est plutôt le mélange, pardon, entre le monde artisanal qui est en déclin et la classe ouvrière qui, elle, est en développement, la classe ouvrière d'industrie, dont l'essor accompagne celui du développement des fabriques. Donc, à défaut de permettre de trancher le vieux débat des effectifs, hem, les daguerréotypes de Kelben saisissent sur le vif quelques aspects de la condition ouvrière au milieu du siècle. Le 10 avril ne marque pas la fin du mouvement chartiste. Certes, le pays ne connaît pas la Révolution et en France, on se moque du meeting du 10 avril 48. Vous voyez, ça, c'est une gravure parue dans le Charivari, hein, une révolution à la mode de Grande-Bretagne. Mes amis, je vais me mettre à votre tête et nous allons rentrer chacun chez nous. Mais pendant plusieurs mois, le chartisme continue de se mobiliser, d'inquiéter le pouvoir, qui recourt aux arrestations et à la déportation pénitentiaire de plusieurs de ses militants, dont le tailleur Queufeuille. Puis, le chartisme décline jusqu'à sa fin en 1858. En 1852, sous la pression euh, de la bourgeoisie, Kennington Common a été transformé en parc civilisé dans une finalité de loisirs récréatifs. Et aujourd'hui, il y a une association de quartier qui tente de rétablir l'histoire subversive du lieu Kennington. Voilà. En 1848, la question sociale s'était transformée en péril politique pour la middle class. Et au cours des années suivantes, elle multiplie les efforts pour intégrer le monde ouvrier à la vie sociale et culturelle et aux institutions du pays. En 1867, le Parlement accordera le droit de vote aux ouvriers qualifiés, droit de vote qu'il leur refusait 20 ans plus tôt. Et à cet égard, le rassemblement de Kennington Common, il clôt une séquence où le pouvoir avait redouté que la working class marche sur les traces révolutionnaires du continent. L'image du 10 avril, elle s'impose ensuite comme le symbole de l'échec de cette contestation. Je vous remercie.